C'est le dernier chapitre de l'année et Oda vient de lâcher l'un des plus gros cliffhangers de toute sa carrière. Deux personnages se retrouvent invoqués au centre d'un pentagramme, tel le Gorosei sur Egghead, sauf que cette fois-ci, c'est une femme et un homme, ce dernier ressemblant comme deux gouttes d'eau à Shanks le Roux. Mais que fait-il ici, au centre du palais royal d'Elbaf? Eh bien, dans cette review, vous découvrirez tout de la véritable histoire de Shanks, de Garling et de ce mystérieux double qui chamboule absolument tout ce que vous pensez savoir de l'un des personnages les plus mémorables de One Piece. Bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année les amis, c'est Goji et j'espère que vous allez bien parce que comme dernier cadeau de 2024, je vous offre une nouvelle review absolument exceptionnelle. Nous allons commencer, mais avant ça comme d'habitude, vous le savez très bien, explosez-moi ces likes, abonnez-vous et surtout commentez ce chapitre, donnez-lui une note sur 10, dites-moi si vous pensez qu'il s'agit vraiment de Shanks ou non. J'ai hâte de vous lire et de vous faire découvrir mes théories, mais avant ça, un court placement de produit aura lieu, alors merci les bros et à tout de suite. Le dernier sponsor de cette année est l'un des jeux ayant le plus cartonné depuis sa sortie il y a seulement quelques mois, Zenless Zone Zero. Développé par Hoyoverse déjà à l'origine de Honkai Star Rail et Genshin Impact, deux monstres dans leur domaine, Zenless Zone Zero vous plongera dans la perfection d'un action RPG futuriste. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est que la toute nouvelle mise à jour 1.4 vient de sortir, mettant à l'honneur Miyabi, le nouveau personnage qui est d'ores et déjà un must-have à avoir dans sa team. Équipé de la plus puissante lame démoniaque de sa famille, cette chasseuse du vide aux allures de renard utilise les éléments de la glace et peut revêtir une forme de flamme enchantée durant le combat. Mais ce n'est pas tout, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule et comme cadeau spécial, Asaba Harumasa, un personnage de rang S, est offert à tous les joueurs. Ce DPS est celui s'associant le mieux avec Miyabi pour former un duo absolument destructeur et qui vous permettra aussi de venir à bout de l'histoire de la saison 1, la bataille finale. Préparez-vous à vivre le point culminant de Zenless Zone Zero, le summum du scénario. Cette nouvelle mise à jour est donc parfaite pour débuter ou reprendre, ajoutant de nombreuses améliorations comme de nouveaux mini-jeux, réduction de la difficulté du jeu d'échiquier et allégeant aussi le poids du jeu pour qu'il prenne moins de place sur vos appareils. Maintenant que vous ne pouvez plus attendre pour le télécharger, rendez-vous en description et installez gratuitement pour récupérer vos récompenses et entrer dans la bataille de Zenless Zone Zero. Ce dernier chapitre de l'année commence exactement là où le précédent s'est terminé, c'est-à-dire entre les retrouvailles de Zoro et Robin. C'est Luffy qui introduit vraiment ce chapitre en fait, en remerciant Saul d'une manière assez particulière, une façon similaire au Yakuza, et tout le monde se demande d'où il a pu apprendre ça. Moi je vais vous répondre, normalement il s'est juste inspiré de Jinbei, voilà tout. Que ce soit face à Big Mom quand il lui a annoncé quitter son équipage, ou face à Luffy justement quand il rejoignait son équipage officiellement avant la gare d'Onigashima, Jinbei a toujours agi d'une façon très solennelle et similaire au Yakuza. Donc normalement, il s'est juste inspiré de Jinbei. Cependant, vu qu'Oda aime chambouler nos petites croyances dans One Piece, comme le prouve très bien cette fin de chapitre, il se peut que Luffy se présente de cette façon après avoir vu Shanks le faire. Voilà. Déjà, l'histoire tourne beaucoup autour du roux, comme la fin de chapitre bien sûr, mais surtout que l'univers des Yakuza sied parfaitement à Shanks. Il se fait appeler boss par ses subordonnés, il partage solennellement une coupe de saké avec Barbe Blanche pour l'avertir d'un danger potentiel. Voilà, il y a quand même un petit truc yakuzaesque chez lui. Dernière possibilité, il parlerait simplement comme Yogoro le Fleuri, le grand yakuza de Wano Kuni, qui fut pendant plusieurs semaines son mentor sur l'île des samouraïs. Il me semble que Sanji ne l'a jamais rencontré, donc ça expliquerait pourquoi il se pose la question de savoir d'où Luffy a appris ce phrasé. Je mise donc sur l'un ou l'autre qui aurait influencé Luffy à agir comme un véritable chef de yakuza dans ses remerciements à Zoro. Mais sinon, globalement, c'est toujours assez cool de voir Luffy agir de cette manière. C'est bien mieux que quand il spamme qu'il deviendra le roi des pirates. Ok, donc les retrouvailles sont faites, c'est Lilith maintenant qui va nous intéresser puisqu'elle a rapporté un petit quelque chose d'Egghead, une boîte métallique scellée comportant à l'intérieur un clone de Vegapunk, le vrai Vegapunk. Tout d'abord, notez dans cette scène que Lilith vole avec ses Dome Shoes sur Elbaf comme si de rien n'était, alors qu'il me semblait que ses accessoires n'étaient efficaces que sur Egghead. Il est possible que je me trompe ou que je confonde avec une autre invention de Vegapunk comme le Vegaforce par exemple, mais ça me paraissait en tout cas plutôt cohérent avec ce que Lilith disait dans les derniers chapitres à propos d'Elbaf. Toutes les technologies s'associent parfaitement au climat de cette île. Donc également la technologie de Egghead. Donc Elbaf peut devenir justement un nouveau Egghead et c'est finalement un peu le but de Vegapunk à en croire à la suite des paroles de Lilith qui révèlent que le vrai Vegapunk cache encore bien des secrets. Pour ne pas éveiller les soupçons avec des absences répétées lorsqu'il se rendait sur Elbaf pour analyser les livres d'Ohara, Vegapunk a créé un véritable clone de lui-même, une réplique identique du scientifique que nous avons découvert sur Egghead. Ok, donc
donc là j'ai plusieurs questions qui me viennent en tête évidemment. Est-ce qu'il sera au courant pour tous les événements d'Egghead? Pourra-t-il se synchroniser avec le Punk Record et a-t-il déjà utilisé ce genre de clone par le passé? Si je peux essayer de m'apporter des réponses moi-même, je ne pense pas qu'il soit au courant des événements de Egghead, sauf si Lilith partage avec lui toutes ses données pour le mettre à jour. D'un autre côté, il pourrait parfaitement se synchroniser avec le Punk Record qui s'est envolé dans les airs après les événements d'Egghead et qui se retrouve piloté par la combinaison de tous les satellites restants, excepté Lilith donc, et évidemment York. Cependant, je ne pense pas que le signal du Punk Record soit assez élevé pour permettre à Lilith de se synchroniser avec eux alors que leur chemin s'est séparé depuis un bon petit moment. D'un autre côté, ça pourrait aussi mettre en péril le Punk Record si la communication venait à être interceptée par York, qui pourrait ensuite localiser le cerveau de Vegapunk dans les airs. Ensuite, je me demandais si Vegapunk avait déjà utilisé ce genre de procédé par le passé, j'entends par là créer un clone de lui-même qu'il envoie faire des missions, et je me suis rappelé du flashback de César Clone sur Punk Hazard au chapitre 684, qui a montré la silhouette de Vegapunk pour la première fois. Utilisait-il un Dendenmushi pour parler à César? C'est possible, l'anime lui montre cependant une partie du corps de Vegapunk. Quoi qu'il en soit, peu importe, l'explosion provoquée par César Clone aurait dû tuer Vegapunk s'il était présent physiquement. Si ça n'a pas été le cas, c'est peut-être parce que soit la scène n'était pas explicite de ouf, et donc Vegapunk parlait bel et bien par Dendenmushi, soit que Vegapunk était présent sur place à travers un clone, comme pour Elbaf, et que c'est ce clone qui est mort dans l'explosion de Punk Hazard. En tout cas, Vegapunk n'est pas vraiment mort, et ce n'est pas étonnant. Oui, c'est pas étonnant, sa conscience continue de vivre à travers le Punk Record et agira sûrement comme une intelligence artificielle à la manière d'un Jarvis dans Iron Man. Vegapunk ne mourra vraiment que lorsque son cerveau sera endommagé, là par contre tout l'espoir de l'humanité se volatilisera si ça a le malheur d'arriver. Ne pensons pas au pire puisque de toute façon, Lilith compte pour l'instant faire un nouveau laboratoire sur Elbaf pour extraire le clone de Vegapunk, mais aussi et surtout pour guérir Kuma, pour le plus grand bonheur de Bonnie. Un peu pour le nôtre aussi, hein, finalement. Kuma, c'est notre tonton à tous maintenant. Il a gagné le cœur de absolument tout le monde. Bon, en tout cas, voilà, pour la partie de Lilith, Vegapunk n'a définitivement pas fini de nous surprendre. Dites-moi si vous êtes déçus ou non qu'il puisse finalement revivre physiquement. Bon. Et si on explorait un petit peu Elbaf maintenant, hein? Pendant que les intellos de l'équipage vont visiter la bibliothèque des hiboux, le lieu sacré de Soro, les autres Mugiwara, eux, vont à la rencontre des locaux, notamment d'écoliers de leur professeur géante qu'ils piétinaient sans vergogne. Oui, à Skip, ils les avaient pas vus. Ils découvrent que les géants ne sont plus tant décidés à vivre de la piraterie comme à l'époque. L'ère de la violence, du pillage et de la guerre est révolue. Plus précisément, nous apprenons que l'Académie des Morses, l'école où enseigne la professeure Ripley, suit la volonté du roi Harald et enseigne le pacifisme au détriment de la violence. Oui, ce chapitre nous révèle que le roi Harald, le père de Loki qui fut tué par ce dernier, n'était apparemment pas mauvais du tout. Au contraire, il souhaitait effacer le passé violent d'Elbaf, ou en tout cas le corriger, et ce contre la volonté d'anciens d'Elbaf. Et ça c'est extrêmement important, ça change absolument tout ce qui se passe autour de Loki. Je vous explique brièvement, mais Harald était un roi bon et pacifiste, l'inverse de ce que cherchent les anciens d'Elbaf, qui ne vivent que pour la guerre, voilà, que pour la baston, le sang. On nous dit que Harald est mort, tué par Loki qui s'est emparé du fruit familial. Ça ne peut que diaboliser Loki, le faisant passer pour le vrai monstre de cet arc d'Elbaf. Sauf qu'il y a un problème, Loki n'est pas mauvais, c'est une certitude, et ce chapitre le confirme encore plus loin quand il parle à Mosa, je ne sais pas encore, c'est un personnage inconnu pour le moment, qui dévoile les vraies émotions d'un Loki beaucoup plus juste et gentil que les rumeurs ne le laissent entendre. Il a un phrasé violent, mais comme le dit Mosa, malgré les mots que tu emploies, tu es en réalité quelqu'un de très gentil. Donc ça confirme totalement le sentiment que j'ai à son égard et que sûrement beaucoup partagent avec moi. Depuis son introduction, c'est un bon gars, mais alors si c'est un bon gars à ce point-là, pourquoi avoir tué Harald, son père, qui est lui-même un autre bon gars? Voilà, Loki aurait très bien pu le tuer si c'était un tortionnaire, un vicieux, un monstre, sauf que ce chapitre et Ripley nous révèlent que ce n'est pas le cas. Par contre, Harald avait d'autres ennemis, c'est les fameux anciens d'Elbaf. Vous voyez un petit peu où je veux en venir? Donc Loki a purement et simplement été piégé, on lui a attribué le meurtre de son père, car Loki a toujours été différent des autres géants, c'était le suspect parfait. Pour éviter que le fruit du démon légendaire ne tombe dans les mains de ceux qui ont organisé l'assassinat de son père, il a peut-être consommé ce pouvoir de lui-même et la rumeur s'est répandue qu'il était à l'origine de ce régicide. Nous avons là finalement un scénario similaire à Sabo, considéré comme le meurtrier de Cobra, alors que nous avons bien vu que ce n'était pas du tout le cas. Donc pour résumer, Loki est victime d'une machination contre lui et s'aligner par des ennemis présents sur Elbaf, et vous comprendrez absolument tout à la fin de cette
cette review, donc patientez encore un peu, je vous prie. Nous allons changer de sujet, mais avant tout, je me dois de noter le désir qu'a Ripley à voir la forme Nika de Luffy. Alors encore une fois, il est dit que dans les mythologies d'Elbaf, un guerrier arborait cette forme blanche, mais qui était-ce? Était-ce Joy Boy, lui qui avait véritablement le Ito Ito no Mi modèle Nika avant Luffy, ou le vrai Nika était-il vraiment originaire d'Elbaf à la base? Moi qui m'étais persuadé depuis le chapitre 1018 là que Nika venait vraiment des tribus célestes comme les Shandia, je peux pas vous dire à quel point cette révélation là m'a mis mal. J'ai l'impression de vivre l'une de mes plus grandes trahisons, j'arrive pas à l'accepter. Nika vient d'Elbaf, ça passe pas du tout. Donc dites-moi si vous aussi vous pensez que Nika vient vraiment d'Elbaf ou si, comme moi, il vient d'une tribu céleste. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas totalement seul dans ce combat. Ok, allez mesdames et messieurs, on passe à la suite de cette vidéo. Au fait, n'hésitez pas à aller regarder la dernière grosse théorie de cette année sur l'ellipse d'Elbaf. Elle est enfin sortie depuis la semaine dernière, vous avez l'air de l'avoir vraiment kiffé, ça me fait extrêmement plaisir, alors si certains d'entre vous ne l'ont pas vu, eh bien foncez, n'hésitez pas. Puis si vous pouviez aussi profiter pour mettre un petit like à cette review et à vous abonner, ça serait vraiment cool les bros, merci à vous. J'ai vraiment toujours l'impression de vous demander une petite pièce là quand je fais ça, c'est l'enfer, mais j'espère que vous comprenez. Allez, on continue. Cette fois-ci, nous nous dirigeons vers la bibliothèque des hiboux, le lieu sacré d'Elbaf, le renouveau d'Ohara. Pour le coup, c'est également un lieu magique, comme vous allez très vite le découvrir. Zoro explique donc qu'après avoir survécu au Buster Call, il ne pouvait pas s'empêcher de repenser à cet horrible événement et aux documents pour lesquels les scientifiques d'Ohara se sont sacrifiés. Donc ils y sont retournés avec le groupe d'Aerodine pour y découvrir tout un lac de livres intacts ayant échappé à l'incendie de l'île, ce qui a évidemment fait fondre en larmes Zoro. Mais bon, l'histoire on la connaît plutôt bien, par contre on découvre enfin quelque chose de nouveau, l'intégralité de la bibliothèque est révélée. Je devrais plutôt dire la magnifique bibliothèque des hiboux est révélée, quel incroyable lieu mystique, déjà bravo menuisier qui a fait un taf colossal, c'est du jamais vu. Et ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que les livres changent de taille quand on rentre. Oui, comme l'annonce Zoro, les livres grandissent en entrant dans cette bibliothèque, c'est-à-dire qu'ils prennent une taille d'un livre pour géant. Ils n'ont pas à prendre une grosse loupe pour lire, du coup c'est beaucoup plus pratique. Zoro sous-entend alors que c'est une bibliothèque magique et effectivement, on pourrait bien le croire. J'ai quand même un petit peu du mal à imaginer qu'une magie existe pouvant agrandir des livres, ou alors c'est l'œuvre d'un fruit du démon comme Burndy World dans l'un des OAV. J'ai plutôt l'impression que la théorie la plus plausible, c'est simplement que Vegapunk a créé un dispositif permettant au livre de prendre la taille d'un géant. Il savait que sans ça, les géants ne pourraient pas étudier les écrits d'Ohara, alors il a mis au point cette technologie assez unique dans son genre. Quand on sait qu'il a passé beaucoup de temps là-bas, ça paraît pas si improbable. Vu toutes les inventions de façon loufoque qu'il a pu mettre au point, il serait totalement capable d'une telle prouesse. Voilà, donc vous aurez compris que j'ai quelques doutes là-dessus sur l'origine magique de la chose. Ceci dit, ça serait vraiment marrant qu'il s'agisse d'une magie qu'on ne connaît pas. Ça serait tellement con. On attend de la magie dans One Piece depuis je sais pas combien de siècles, et finalement la seule qui existe, c'était des livres qui grandissent. Wow, truc de fou. Allez, passons à la suite. Passons à notre cher Loki qui réapparaît une nouvelle fois. Contrairement à ses deux premières apparitions, Loki ne va pas dévoiler grand chose aujourd'hui. Non, nous allons simplement le voir communiquer avec un ou une certaine Mosa qui est impossible pour l'heure de déterminer si c'est un homme, une femme ou si c'est un géant, un humain ou même un animal. Rien, on ne peut pas savoir. Il communique à travers un Dendenmushi quand Loki semble s'ennuyer et nous comprenons vite qu'un beau lien unit ces deux personnages quand Loki demande à Mosa si l'expérience traumatisante qu'il a vécue continue de le hanter. Mosa le confirmera, ce qui énerve Loki, regrettant de ne pas avoir été là pour tous les tuer pour lui. Ok, alors du coup, qu'est-ce qui se passe là, hein? C'est quoi? Si on se questionne un peu sur l'identité de Mosa, moi qui pensais que c'était une femme à l'origine, la présence d'une Dendenmushi barbu m'a très vite fait changer d'avis, hein. Vous savez bien que les Dendenmushi prennent l'apparence de l'interlocuteur, donc en toute logique, la personne avec qui Loki parle est une vieille personne, avec de la barbe sur tout le visage, comme le Dendenmushi, sauf si c'est une apparence propre aux escargophones des neiges qui résistent au froid. Là, ça change tout. Bon, quoi qu'il en soit, on va partir du principe que le Dendenmushi prend l'apparence de Mosa, mais j'aurais bien voulu que ce soit une femme et qu'elle soit la petite copine de Loki. Voilà, pour être tout à fait honnête. Pouit pouit. Du coup, si c'est un homme, dans l'hypothèse que, je me dis que c'est peut-être le ref avec son kazakh qui vagabonde dans Elbaf. J'ai quand même un peu du mal à croire qu'il se fasse molester par d'autres personnes, mais bon, bref. En vrai, peu importe qui est la personne avec qui il parle pour le moment. On le sait pas et ça ne servira pas à grand chose. Ce qui nous intéresse, c'est son comportement vis-à-vis de ce personnage. Il ne veut surtout pas être considéré comme gentil, il rejette tout ce que peut donner une image positive de lui, et je veux pas faire le psychologue de bas étage, mais c'est sûrement dû à son enfance, du coup. Sa gentillesse a sûrement dû être la
raison pour laquelle il a été exclu des autres dans son enfance, que c'est la raison pour laquelle il s'est fait des amis animaux, là, les rois de la montagne, dans la partie des enfers d'Elbaf. Il veut faire croire à tout le monde que c'est un monstre, mais c'est pas du tout le cas. Enfin bon, soyons honnêtes, dans One Piece, aucun personnage n'a jamais dit à un seul moment à Kaido ou même à Crocodile « Non mais je sais que tu es gentil, ça se voit, on le ressent. » Non, ça existe pas du tout. Dans les fanfictions peut-être, mais c'est tout. Donc ouais, là, je trouve ça vraiment intéressant que si Loki est gentil, et que ça se confirme de chapitre en chapitre, tout comme l'était apparemment son père, alors ça signifie qu'un complot sur Elbaf a eu lieu, tout ça juste pour emprisonner le prince maudit qui a pris toutes les responsabilités sur son dos. En tout cas, Loki n'est pas un antagoniste, j'en suis sûr, et ça ne se confirme que de plus en plus. Bon allez, on met tout ça de côté parce que maintenant, mesdames et messieurs, il est l'heure de parler de l'incroyable page finale. Alors que la fête va de bon train du côté des géants, un éclair noir s'abat sur le château d'Elbaf. À l'intérieur, un pentacle s'est formé, au centre deux silhouettes s'élèvent, une femme inconnue et un homme ressemblant comme deux gouttes d'eau à Shanks le Roux. Eh ben bonne fête de fin d'année à tous, hein. Merci le cadeau Oda, c'est très cool là ce que tu nous fais. Qu'est-ce que fout Shanks ici? Qui est la femme qui l'accompagne? Pourquoi ils apparaissent par un cercle démoniaque similaire à ceux du Gorosei en plein Elbaf? Écoutez, on va essayer de faire le dossier le plus complet possible pour cette fin de review et cette fin d'année. Préparez-vous bien. Tout d'abord, on va la diviser en 3 parties. Que viennent-ils faire ici? Au-delà de se demander pourquoi il y a un putain de deuxième Shanks sur Elbaf, on va surtout se demander pourquoi ils sont là, hein, quel est l'endroit où ils apparaissent, et donc plus globalement, quelle est leur mission. Qui est ce double de Shanks? C'est la question ultime de cette vidéo, soyons honnêtes, du coup on va tenter d'y répondre avec un maximum de théories plus cohérentes les unes que les autres. Et puis, qui est cette femme? On va pas la mettre de côté alors qu'elle pue la badassitude, on va parler de la femme qui accompagne Shanks 2. Double Shanks. Allez, c'est parti. Que viennent-ils faire ici? Alors quand je dis que viennent-ils faire ici, je parle évidemment des deux chevaliers divins. On ne connaît rien d'eux, mais l'apparition à travers un pentacle, la ressemblance entre Shanks et la silhouette du chevalier divin principal dans les souvenirs de Dragon, c'est suffisant pour nous faire comprendre qu'ils font partie de cet ordre. Surtout qu'à part Garling, nous n'avons pas eu l'occasion de voir les nouveaux chevaliers divins depuis l'incident de God Valley. Ces deux-là sont, semble-t-il, membres de ceux ayant remplacé l'équipe de Garling 36 ans après l'incident de l'île des dieux. De ce qu'on sait, les chevaliers divins s'occupent des affaires sensibles liées au Tenryubito. Dragon craignait aussi leur apparition, disant que la bataille débutera à ce moment-là. Donc s'ils sont sur Elbaf, c'est pour une mission terriblement importante qui peut concerner plusieurs sujets. Loki et son pouvoir capable de détruire le monde, un pouvoir que Big Mom convoitait également, Sabo qui est d'après Ivankov leur cible numéro 1, et enfin Luffy et tout son équipage qui représente un danger absolu inarrêtable. Je pense que dans la liste, on peut déjà barrer Sabo qui n'est pas sur Elbaf, il reste alors Loki et Luffy, les deux sont possiblement la cause de la présence des chevaliers divins pour les raisons que je vous ai évoquées. J'ai toutefois une préférence pour Luffy que je vais vous expliquer très simplement. Nous sommes d'accord que les deux chevaliers divins apparaissent dans ce qui semble être la salle du trône où siégeait le roi Harald avant de mourir. N'est-ce pas? Le fait qu'elle soit vide, que le trône soit vacant confirme bien ce que disaient les géants plus tôt, depuis la mort d'Harald, Elbaf est sans roi. Comment dire? Cette scène-là du chapitre 1134 renferme absolument un message dingue avec le chapitre 907. Dans cette fin de chapitre 907, nous découvrirons Shanks venant s'entretenir avec le Gorosei au sujet d'un certain pirate. Bon, alors maintenant, on peut très largement se permettre de douter qu'il s'agisse véritablement de Shanks, hein. Au contraire, tout peut laisser penser qu'il s'agit en réalité de son clone, son frère jumeau, enfin bref, son double quoi. Le chapitre 907 se nomme le trône vacant et le double de Shanks vient s'entretenir avec le Gorosei au sujet d'un certain pirate. Le chapitre 1134 termine avec l'apparition du double de Shanks dans une salle où le trône est vacant, puisque Elbaf n'a plus de roi avec lequel ils doivent s'entretenir. J'imagine que vous captez un peu la subtilité de la scène et du parallèle entre les deux chapitres. Si on continue dans cette idée-là, le double de Shanks serait ici au sujet d'un certain pirate, du certain pirate qu'il mentionnait au Gorosei au chapitre 907. Bien qu'Elbaf n'ait plus de roi, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a personne pour accueillir les deux chevaliers divins. S'il y a eu un complot contre Loki et contre son père le roi Harald, cela signifie que sur Elbaf, il existe un ou plusieurs personnages, connus ou inconnus, qui ont comploté contre la famille royale. L'exemple typique et parfait qu'on a déjà eu dans One Piece il y a pas si longtemps, les Kurozomi contre les Kozoki. Ils ont manigancé contre Oden et son père Sukiyaki jusqu'à prendre le contrôle de Wano. Et bien voilà, sur Elbaf se trouve un clan semblable aux Kurozomi et les chevaliers divins viennent s'entretenir avec eux, tout comme le Cypher Paul s'entretenait d'ailleurs avec Orochi au début de l'arc de Wano. Je ne sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils sont, mais leur but est de raviver la flamme ardente des guerriers d'Elbaf d'antan et ces traîtres semblent avoir besoin du gouvernement mondial pour cela. Le plan précis de ces personnages est encore très difficile à cerner,
cerné, mais si la théorie est bonne, nous allons très bientôt en savoir plus. Donc pour récapituler et être sûr que vous avez bien compris, les chevaliers divins sont ici sur Elbaf pour passer un deal avec ceux ayant organisé la mort d'Harald. Ils vont offrir leur aide pour quelque chose et surtout, ils devront recevoir quelque chose d'autre en retour. Mais recevoir quoi, me direz-vous? Encore une fois, on repart sur le parallèle entre le chapitre 907 et celui-ci. Le double de Shanks voulait s'entretenir au sujet d'un certain pirate, pardon. Moi de base, j'ai toujours pensé que c'était Barbe Noire qui l'inquiétait, car trop dangereux pour le monde, mais ça c'était l'optique où il s'agissait du vrai Shanks, le Shanks gentil. Là, vu que c'est un Shanks diabolique qui était face au Gorosei, alors le pirate qu'il voulait avertir représentait un danger pour le gouvernement. Ce pirate serait alors Luffy. En échange du soutien du gouvernement, les chevaliers divins vont ordonner à certains géants du coup de Elbaf la capture de Luffy ou encore de Robin, ce qui représentera le nouveau drame de l'arc, le nouveau danger pour les Mugiwara. Donc si jamais vous avez eu un peu de mal à cerner car c'était sûrement un petit peu décousu, les chevaliers divins sont apparus pour s'entretenir avec le ou les traîtres d'Elbaf qui ont fait porter le chapeau à Loki, la mort de son père. Les Mugiwara seront de nouveau la cible du gouvernement, mais cette fois-ci par une unité qu'ils ne connaissent pas, l'ordre des chevaliers divins, qui vont déclencher la grande guerre annoncée par Dragon. Avant de passer à la partie suivante, j'aimerais parler un peu plus de la salle dans laquelle ils sont apparus, qui est donc, vous l'aurez compris, la salle du roi. On peut noter un peu partout des traces de combat, des traces de lutte, montrant que c'est très probablement ici que le roi a été tué il y a de cela 6 ans. Je suis peut-être fou, mais les marques laissées ici me font pas mal penser à des traces de griffures. Chose marrante, quand on fait un bond de quelques chapitres en arrière, le 1127 précisément, on y voit Nami et Usopp combattre le chat géant dans la version Lego du château d'Elbaf créé par Rhodes. Évidemment, c'est pas le chat qui aura fait des traces pareilles dans le vrai palais royal, cependant ça peut être une piste. Quelqu'un posséderait-il un Zoan de félin sur Elbaf et aurait tué le roi Harald avec ses pouvoirs? Ça reste peut-être qu'une théorie qui n'aura jamais de suite, néanmoins l'état pitoyable de la salle du trône démontre qu'un combat acharné a eu lieu ici. Ok, nous arrivons à la deuxième partie, la meilleure et celle que je redoute le plus également. Qui est ce double de Shanks? C'est la grande question. Et qui est-il? Tout d'abord, malgré le cliffhanger de malade que ça représente, c'est étonnamment moins une surprise que ça ne l'aurait été il y a 2 ou 3 ans. Depuis le chapitre 1083 et l'apparition en silhouette des chevaliers divins, la théorie d'un deuxième Shanks existant quelque part dans le monde de One Piece a émergé naturellement de l'esprit de la communauté. Il faut dire que c'est très difficile d'imaginer Shanks ayant un double emploi, celui de pirate et celui de chevalier divin. C'est pas impossible, mais d'autres théories peuvent beaucoup mieux expliquer ce scénario. C'est donc encore une fois ce que je vais faire dans cette partie de la vidéo. Je vais vous proposer 3 théories, 3 possibilités qui me semblent être les plus probables et je vous donnerai en conclusion celle que j'estime être la plus proche de la vérité. Commençons avec la première théorie. Shanks a un clone. Depuis Egghead et même depuis l'arc de l'archipel Sabaody, Oda a totalement assumé introduire le concept de clonage dans son œuvre. Des personnages ont été clonés, des fruits du démon ont été clonés et peut-être même des animaux mythiques comme des dragons ont été clonés. Voilà, c'est là, dans One Piece depuis plus de 15 ans, on le sait, on l'accepte, ça fait totalement partie de l'univers et de ses intrigues. Il se peut totalement que Shanks ait alors été cloné, les questions sont surtout par qui, quand et comment. À la première question, on pourrait naturellement se dire que Vegapunk en est à l'origine puisqu'avec Juge Vinsmoke, ils sont les seuls à avoir démontré des compétences exceptionnelles en clonage. Le problème étant que Vegapunks et les Mads ont mis au point le clonage il y a seulement 36 ans, date à laquelle Stussy fut cloné de Miss Bakin, c'est la première clone issue des Mads. Or, Shanks lui a 39 ans et il a été récupéré par Roger sur God Valley il y a 38 ans. Ça fait donc 38 piges que le gouvernement n'a plus eu la main dessus et donc impossible de le cloner si le facteur de lignage n'a été découvert que 2 ans plus tard. Enfin, ça c'était normalement. Avec l'existence de Saturne, nous avons pris conscience que la science du gouvernement mondial ne s'est jamais reposée uniquement sur Vegapunk. Certes, il est un génie intemporel qui aurait changé le monde, qui a changé le monde, mais Saturne lui-même est un scientifique, il est carrément le dieu de la science. Il y a de cela 12 ans, il menait des expériences scientifiques sur des nourrissons tels que Bonnie, en leur faisant absorber des fruits du démon et avec succès, prouvant une maîtrise exceptionnelle de la biologie. Et si finalement Vegapunk n'était pas le seul à avoir découvert le schéma de la vie. Reprenons les dires de Yonji au chapitre 840 lorsqu'il révéla à Sanji la possibilité de cloner des humains. Il dit qu'en découvrant le facteur de lignage, Vegapunk est parvenu à faire ce qui n'était jusque-là réservé qu'aux dieux. Les dieux sont le gouvernement mondial, les dieux sont les 5 doyens qui portent ce titre, les dieux sont ceux habitant sur Marie-Joise. Avec du recul, Yonji révélait à ce moment-là que Vegapunk n'était pas le seul à avoir découvert le clonage, il était le seul parmi les humains, peut-être oui, mais chez les dieux du monde,
Ce procédé existait déjà depuis bien longtemps. Et c'est normal, rappelons que le gouvernement existe depuis 800 ans maintenant. Ils avaient 800 ans pour travailler sur le clonage. Récemment, nous avons eu la confirmation que des scientifiques existaient sur Marie-Joise, commandés par Saturne il y a plus de 200 ans lorsque Emmett avait attaqué la Terre sacrée. Le gouvernement sont les survivants, les vainqueurs d'une guerre cataclysmique contre l'ancien royaume connu comme étant autant, voire plus avancé technologiquement que ne l'était Egghead. Toutes les technologies que nous avons vues jusqu'à présent et créées par Vegapunk existaient déjà il y a 800 ans, il y a 900 ans même, tout en étant peut-être encore plus poussées et perfectionnées. Emmett en est l'exemple parfait, c'est une machine unique en tout point, plus futuriste et avancée que n'importe quelle invention de Vegapunk, pourtant, eh bien, il vient du siècle oublié. Tout ça pour dire que oui, le clonage existerait au sein du gouvernement mondial depuis des décennies, peut-être des siècles. Si on en revient maintenant au cas du double de Shanks, alors tout pourrait s'expliquer ici et maintenant. Je vous disais que Saturne était le dieu de la science, n'est-ce pas? Pouvez-vous me rappeler qui l'a remplacé avec ce même titre après qu'il se soit fait exécuter par Imu? C'est Garling, Figarland Garling, le nouveau dieu de la science du Gorosei. Pouvez-vous maintenant me rappeler qui est le présumé père de Shanks de par sa ressemblance ou par son histoire? C'est encore une fois Garling. Shanks ferait partie du clan Figarland. Voici alors toute l'histoire. Garling est également un scientifique, raison pour laquelle Imu lui a offert la place de Saturne après l'échec de ce dernier. Il est totalement capable de cloner des êtres humains, puisque cette technologie serait effective depuis plusieurs années maintenant sur la Terre des Dieux de Marie-Joise. Pour conserver le sang pur et noble des dragons célestes, leurs scientifiques stockeraient leur ADN pour les reproduire en cas de force majeure, afin de ne jamais craindre l'extinction de leur lignée royale et divine. Ce fut le cas pour Shanks, l'enfant unique de Garling, un enfant chez qui le potentiel était perceptible dès sa naissance. Il est en effet connu aujourd'hui pour son haki absolument terrifiant, peut-être l'un des hakis les plus puissants de One Piece. Également, le haki peut se mesurer. Barbe Noire a déjà été en mesure de jauger le niveau du haki de Luffy à plusieurs reprises, témoignant de l'augmentation de sa puissance. Shanks bébé était déjà extraordinaire. Il était le digne héritier de la puissance du plus grand des chevaliers divins et était pressenti pour devenir le plus grand guerrier des dragons célestes. Comme tous les autres dragons célestes, son ADN a été récupéré au cas où une tragédie venait à arriver. Et ce fut le cas. L'incident de God Valley qui s'est déroulé il y a 38 ans a provoqué d'une manière absolument incompréhensible pour le moment la séparation entre Garling et son fils Shanks. À un moment de la guerre, il fut placé dans un coffre au trésor qui se verra être récupéré par l'équipage de Roger et nous connaissons ensuite le reste de l'histoire. Démuni face à la perte de son fils, ou du moins face à la perte de son potentiel, Garling utilisera alors sa dernière carte, celle du clonage, en utilisant l'ADN qu'il avait prélevé sur son fils à sa naissance. 38 ans plus tard, le double de Shanks, son parfait clone, apparaît devant nos yeux, a en effet un an de moins que le Shanks originel, mais n'a strictement rien à envier à sa force. Cette théorie permet alors d'expliquer le rôle de la science dans le gouvernement mondial et pourquoi c'est Garling précisément qui a repris le titre divin qu'avait autrefois Saturne. Elle permet d'expliquer pourquoi le Shanks apparu sur Elbaf ressemble trait pour trait au Shanks originel, comme s'il n'y avait aucune différence, chose étonnante même pour un jumeau. Il est le nouveau chef des chevaliers divins, est sûrement aussi fort que le Shanks qu'on connaît et portera un prénom évidemment totalement différent avec une connotation beaucoup plus royale ou divine, tels les archanges bibliques. Ce chapitre a commencé avec la révélation d'un parfait clone de Vegapunk emmené sur Elbaf par Lilith. Il se clôturerait par l'apparition d'un parfait clone de Shanks apparu sur Elbaf pour une mission secrète. Venons-en à la deuxième théorie. Il s'agit du jumeau de Shanks. Bon, alors cette partie sera effectivement beaucoup plus courte. La première théorie aura déjà posé toutes les bases possibles que je n'ai pas besoin de rabâcher. Celle-ci se base sur exactement le même principe, excepté que Shanks n'a pas été cloné, mais a un jumeau qui serait celui apparu à la fin du chapitre. Effectivement, je trouve que les ressemblances physiques sont trop parfaites, mais admettons qu'Oda ait voulu aller sur ce terrain-là. Il se pourrait que parmi les deux jumeaux, l'un n'était pas désiré par Garling, plus colérique, moins obéissant, à l'image de Doflamingo et Corazon qui, bien que deux frères, avaient deux caractères parfaitement opposés. Craignant que Garling élimine l'indésirable, la mère de Shanks, présente sur God Valley à l'occasion du concours triannuel de chasse à l'autochtone, aurait profité du brouhaha général de la guerre pour cacher l'un de ses fils, celui qui deviendra Shanks, dans un coffre au trésor qui deviendra celui de l'équipage de Roger. Chacun aura fait sa route, chacun aura fait son chemin, gagnant en puissance et grimpant les échelons. Voilà, concrètement, c'est la même théorie que le clonage, mais en beaucoup plus simple quand même. Elle méritait toutefois d'être mentionnée, je suis certain que sinon vous me l'aurez fait remarquer. On passe à la dernière théorie. Il s'agit d'un des clones des empereurs d'un projet spécial du gouvernement. Le clonage change toute la donne dans One Piece et permet la création d'êtres ultimes, parfaits comme l'ont démontré les Séraphins.
fin. Ils ont de nouveaux fruits du démon, sont absolument invulnérables et par-dessus tout, ils sont contrôlables, manipulables. Un seul de ces soldats pourrait mettre un terme à toute une révolution d'un pays. Si Luffy, Zoro, Lucci et Kaku ne sont parvenus à ne serait-ce que d'en vaincre un seul, je vous laisse deviner que pas beaucoup de personnes au monde pourraient le faire. Pourtant, ce ne sont que des corsaires, des personnages au très haut potentiel, certes, parmi les meilleurs pirates, mais encore loin du niveau d'un empereur. Et si le gouvernement, toujours dans l'optique de créer la plus puissante armée possible, dissimulée aux yeux de tous, avait cloné les empereurs? Ils ont déjà l'ADN de Kaido qui fut capturé un long moment, ils ont l'ADN de Shanks s'il est vraiment le fils de Garling, ils peuvent avoir l'ADN de Big Mom grâce à Mother Carmel qui était en lien direct avec le Cypherpole. Quant à Barbe Blanche, eh bien j'imagine qu'ils ont pu aussi récupérer son ADN, tout comme ils l'ont fait pour tous les autres grands corsaires. Leur but serait alors, comme je l'ai dit, de recréer la puissance des empereurs à leur paroxysme. Shanks en fait partie, et la femme que nous voyons à côté pourrait être une version modifiée et améliorée de Big Mom dans sa jeunesse. Nous arrivons à la fin de la présentation de ces trois théories. À leur longueur, je pense que vous aurez très bien compris celle qui à mes yeux paraît le plus cohérent, ou du moins celle que j'ai préféré imaginer. Le double de Shanks serait son clone, créé par le dieu de la science Garling. Toutefois, je n'ai pas ajouté les deux autres hypothèses pour faire du remplissage. J'aime énormément l'idée que les empereurs aussi n'aient pas pu échapper au clonage intensif du gouvernement pour être utilisés à leur fin. Ce n'est pas comme si c'était impossible, surtout après avoir découvert le potentiel délirant des séraphins et la perfection de leur clonage. Que Shanks puisse aussi avoir un frère jumeau est forcément l'autre choix par défaut, quand on voit cet homme qui lui ressemble autant, mais j'ai mis un petit peu plus de réserve que pour la théorie du clonage, ce qui est pour le coup peut-être qu'une question de préférence qu'une question d'objectivité. Donc à ce stade, normalement, vous pouvez me dire quelle est votre théorie préférée parmi elles, dites-moi également ce que vous pensez de ce scénario, où Shanks est vraiment du mauvais côté. Moi je vous le donnerai plus tard, un peu avant la partie du courrier de Goji, vous avez été énormément à me poser des questions sur ce chapitre, donc on tentera d'y répondre. Maintenant passons au dernier sujet de ces théories. Qui est cette femme ? Une frange, ce qui semble être une casquette, un bandage, un regard perçant, qui peut bien accompagner Shanks. Alors si je mets de côté l'hypothèse citée précédemment qu'il s'agirait d'une Big Mom modifiée, il n'y a pas non plus un vaste choix de personnages reconnaissables dans une si petite case. Déjà c'est un chevalier divin également, on sait que cet ordre est aussi composé de femmes comme le montre le chapitre 1096. On peut noter que contrairement au pentagramme du Gorosei, celui-ci ne possède pas de numéro allant de 1 à 5, sûrement car ils ne font pas partie du Gorosei. Reste à savoir si tous les chevaliers divins ont la capacité de se téléporter à travers ce cercle, ou si c'est quelqu'un de marie-joise qui les a envoyés tel que Imu. Toujours concernant cette femme dont le visage est bien caché pour la laisser totalement méconnaissable, l'idée qu'il s'agisse de Ginny m'a quand même traversé l'esprit. Enfin non, vous aurez bien compris que Ginny, elle, est décédée dans les bras de Kuma. Cependant, elle a vécu plusieurs années sur Marie-Joise et a subi, semble-t-il, plusieurs expériences scientifiques de la part de Saturne. Si la théorie du clone de Shanks se valide, alors celle du clone de Ginny pourrait aussi prendre en cohérence. En fait, ce qui m'a beaucoup convaincu, c'est l'apparence de Ginny à l'âge de 21 ans. Que ce soit au niveau des yeux, des cheveux ou même de la forme du visage en général, on peut y voir un semblant de similitude. Et puis ça pourrait permettre d'enfin savoir plus sur l'origine de sa disparition, qui était l'ennemi qui l'a enlevé, qui s'est épris d'elle. Vu que Kuma et Bonnie restent encore un peu au centre de l'histoire, je trouve que ça serait vraiment pas mal d'en savoir plus dès maintenant. Après, il faut aussi avouer que la femme de la dernière case ressemble beaucoup à Lilith, c'est le problème avec Oda et ses persos féminins, Certains traits peuvent beaucoup différer d'une à l'autre, mais globalement, elles se ressemblent toutes pas mal. La servante d'Imu aussi reste un personnage très mystérieux dont on n'a pas encore vu le visage. Alors est-ce qu'on l'a vu pour la première fois aujourd'hui en cette fin de chapitre et qu'il s'agit vraiment d'elle, l'être le plus proche d'Imu après le Gorosei? Pourquoi pas, dites-moi-le en commentaire. Voilà, encore une petite partie de terminée, j'ai déjà beaucoup fabulé autour de ce personnage, tant sa seule apparition ne nous apprend strictement rien, soyons honnêtes. Globalement, si vous voulez mon avis à chaud de toute cette situation, je sais pas trop quoi en penser, en toute sincérité, de l'existence d'un deuxième Shanks. Je suis hypé par le mystère que ça représente, mais j'ai aussi un petit peu peur de ce que ça va apporter au scénario. À quoi va-t-il servir? Deux mêmes personnages, ça va pas faire un peu trop tâche? Est-ce que Luffy va le combattre et le vaincre, ce qui fera un peu comme s'il avait battu Shanks, l'un des Yonko adverses qui concourent contre lui? J'avoue que pour l'instant, et tant qu'on n'en sait pas plus, je reste mitigé. Ça peut être à la fois une vraie masterclass narrative, comme une déception totale. En tout cas, Oda sait toujours aussi bien faire les cliffhangers, ça y a pas de problème. Et vu que j'ai quand même assez confiance en lui dans la façon dont il gère son histoire, je pense pas que ce soit forcément du négatif. De toute façon, c'était un sacré moment à vivre de les voir apparaître comme ça à la sueur et le baf. J'ai vraiment été surpris et vous aussi à en juger les questions que vous m'avez posées dans le courrier de Goji qui a lieu dès maintenant.
Si le Gorosei peut se téléporter à volonté, pourquoi ils ne sont pas allés attaquer Luffy dès Arlong Park et la connaissance de son fruit du démon? Si le gouvernement peut lâcher des Buster Calls partout et envoyer des amiraux, pourquoi ils n'ont pas anéanti Luffy sur East Blue dès le début? Bien pour la raison universelle que One Piece se serait terminé dès le chapitre 3. Bonne soirée mon ref. J'ai vu des tweets en anglais qui disaient que la femme avec Shanks 2 pourrait être Kuina, qu'en penses-tu? On m'a aussi demandé dans les questions si c'était Im avec Shanks. Alors je suis pas trop convaincu de cette dernière proposition, j'imagine plutôt que Imu sera présenté dès que son visage sera révélé et les yeux ne collent pas non plus. À la rigueur, j'aime bien penser que c'est sa servante. Par contre pour Kuina, eh ben écoute, pourquoi pas hein? Après il me semble qu'elle est bel et bien morte, comme en témoigne eh bien toute la cérémonie autour. Il se peut que ce soit un clone comme Shanks, mais dans ce cas-là, eh bien ils sont allés jusque sur East Blue pour récupérer son ADN et la cloner. Ce serait fou, mais surtout, si c'est le cas, ça confirme que Kuina est vachement spéciale, les gars. Après, je sais aussi que Kuina a un peu ce syndrome de réapparaître tout le temps dans les théories. On a tendance à beaucoup justifier sa présence dès qu'on voit une femme qu'on ne connaît pas. C'est un peu comme Gaban, en fait, du côté des hommes. Je ne pense pas que ce soit elle, parce que ça matche pas vraiment avec la couleur des cheveux, mais la théorie mérite d'exister. Mais vraiment, je suis trop curieux de savoir de qui il s'agit. Vraiment, vraiment. Salut boss, je vais passer Shanks de mon côté. Quel est ton avis sur le fait qu'Oda vient encore de balayer tous les enjeux d'Egghead sur la mort de Kuma et de Vegapunk par de simples « je peux les ramener depuis le début ?» Tout cet arc et flashback pour rien. Ben franchement, je suis très étonné que vous soyez autant surpris de la survie de Vegapunk. À partir du moment où le gonze peut se cloner, où sa conscience est stockée dans un vaste réseau neuronal et robotique, moi franchement, je suis pas étonné du tout de le voir survivre. Enfin, le Vegapunk qu'on connaît est mort. Hein, mais juste son enveloppe corporelle. Avec sa science et sa technologie, il a transcendé les lois imposées par son corps de frêle humain pour vivre d'une façon totalement différente. Pour le coup, même si je suis pour les conséquences graves dans One Piece, histoire de bien sentir le risque et tout, ben je sais bien aussi qu'Oda, lui, il fonctionne pas comme ça, hein, et ce depuis toujours, j'ai fini par m'y faire. Pour Kuma, on voyait bien qu'il reprenait conscience petit à petit, comme en témoignent ses sourires et même la protection qu'il a apportée à Bonnie en traversant le monde pour elle. Donc encore une fois, je suis pas plus choqué que ça qu'il puisse le soigner, au contraire, ça aurait été plutôt étonnant qu'il ne puisse pas faire machine arrière. Après, je comprends quand même parfaitement la déception, encore une fois, de ne pas avoir de conséquences dans ses actes. Est-ce que ça efface malgré tout toute la tristesse du flashback de Kuma et la beauté de son amour envers Bonnie? Est-ce que ça annule le message de fou que Vegapunk a annoncé au monde et les répercussions de tout l'incident de Egghead? Je suis pas sûr. Hein. Donc je dirais pas non plus que tout ça n'a servi à rien, faut pas réduire un arc entier à la survie de deux personnages, alors que ça fait depuis plus de 20 piges qu'Oda fait ça. Et pour le coup, je trouve que leur survie, elle est plutôt bien justifiée pour une fois. On parle pas de Pound là, par exemple, tu vois. Avec la bibliothèque, on a encore un exemple de la magie d'Elbaf. Voyager sur des arcs-en-ciel ou encore la présence de biomes les plus singuliers me font dire que Nika a créé cette île et donné à ses habitants une partie de son pouvoir. Qu'en penses-tu? Eh bien, tu sais quoi, j'en pense que je viens tout juste de m'en rendre compte, plus d'une semaine après, 2 semaines, que normalement, dans la dernière review, je devais dire que la pierre du soleil et la création des arcs-en-ciel pouvaient être un truc créé par Nika de base. Mais je sais pas par quel délire, j'ai totalement oublié de le dire, c'est juste resté en tant que note. Donc bah oui, pour le coup, sur cette aspect-là, je suis assez d'accord avec toi concernant surtout le climat en particulier. Pour la magie dans la bibliothèque, s'il s'agit effectivement d'une magie du coup, alors ça serait une parfaite justification que Nika ait insufflé de son pouvoir dans cet endroit. Plus globalement, si ça vient se vérifier, ça va vraiment changer tout ce que l'on sait de Nika et surtout des futurs pouvoirs magiques de Luffy. Créer une magie qui perdure pendant des siècles, ça rend ce fruit du démon encore plus game-breaker qu'il ne semblait déjà l'être. Brook dit que l'école le rend nostalgique. L'école a été ouverte il y a 20 ans, ça voudrait dire que Brook a déjà été sur Elbaf? Pour quelle raison? Ça voudrait dire aussi qu'il était au courant pour Zoro? Je pense que c'est un problème de formulation les refs, parce que Brook il a erré pendant 50 piges dans le triangle de Florian. Donc logiquement il n'a jamais pu visiter cette école si elle a été construite il y a moins de 20 ans, même si du coup il était venu sur Elbaf lorsqu'il était pirate. Est-ce que finalement il ne serait pas juste nostalgique de l'école de son pays, là où il a appris le violon et la musique en général? Ça se trouve il y a vraiment un foreshadow de fou furieux dans ce chapitre, hein, mais perso je l'ai pas du tout compris comme ça. Écoutez, on verra dans quelques temps, hein, mais je pense que c'est juste de la mélancolie. Est-ce que le fait que Shanks est un jumeau depuis le début pourrait expliquer les nombreuses incohérences sur le fait d'être à 2 endroits en même temps, comme à Marineford et à Onigashima, pour stopper la guerre et Kaido en même temps? C'est une excellente remarque, cependant il y a 3 ans sortaient des Vivcards sur l'équipage de Kaido et il fut mentionné que King et Kaido avaient été stoppés par l'équipage de Shanks le Roux en direction de Marineford, donc pas sur Onigashima directement déjà. Là bien sûr on peut débattre de la véracité des Vivcards, en tout cas il semble
semble qu'il s'agissait bien de Shanks. Après on sait pas, peut-être que Shanks, le vrai Shanks, hein, j'entends par là, a aussi le pouvoir de se téléporter à travers des cercles démoniaques comme son double, comme son père et comme le reste des doyens. Donc non, s'il n'y a pas d'erreur, le vrai Shanks a bel et bien intercepté Kaido et intercepté Akainu en quelques heures à peine. Eh bien écoutez les amigos, je pense qu'on a fait le tour de ce chapitre. Je suis fatigué, j'en peux plus. Je suis mort. J'espère que vous avez kiffé cette review, vraiment pas facile à faire hein, pendant cette période de fête. C'était la dernière vidéo de l'année, c'est la dernière fois que je vous parle de vive voix. Alors je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez autant que vous pouvez et surtout soyez très prudents. Soyez très prudents en général sur la route tout le temps. On se donne rendez-vous dans 2 bonnes semaines pour la review du chapitre suivant. Merci pour cette année avec vous et je nous souhaite que tout le meilleur pour 2025. Peace les bros et à la prochaine.